Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo spéciale confinement. Je vais continuer à vous cultiver sur le monde du VTT. Et aujourd'hui, nouvelle comparaison entre deux disciplines du VTT et pas des moindres, puisqu'on va parler des deux disciplines qui regroupent le plus de pratiquants au niveau mondial. Je veux parler du cross-country versus la rando sportive. Si vous avez raté ma précédente vidéo de comparaison entre le All Mountain et l'enduro, je vous invite à cliquer sur le petit lien en haut à droite de votre écran. Allez, on va maintenant s'attaquer à ces deux disciplines. Contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient croire, elles sont certes sœurs, mais ce ne sont pas des sœurs jumelles. Il y a quand même de nombreuses différences entre le cross-country et la randonnée sportive, et on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti! Alors, commençons ce petit match. Donc, on va commencer par la discipline la plus courante, celle qui est pratiquée par le plus de monde finalement, c'est la randonnée sportive. Alors rapidement, je vais quand même distinguer cette randonnée sportive avec la randonnée loisir. La randonnée loisir, on ne va pas en parler sur cette chaîne. C'est en gros quand on prend son vélo pour aller faire un tour sans aucune ambition de sport ou de performance. Ça peut être pour aller chercher le pain, pour aller se balader avec ses enfants en forêt, mais sans aucun objectif sportif. La randonnée sportive, à l'inverse, elle va quand même s'adresser à un public averti qui a acheté un VTT pour faire du sport et donc qui a des ambitions en termes de performance. La randonnée sportive, contrairement au XC, si je devais définir la différence en une seule image, je choisirais cette image-là. Voilà. Donc un podium. Car effectivement, la plus grosse différence, celle qui saute aux yeux à la plupart d'entre vous quand on parle de rando sportive et de cross-country, la plus grosse différence, c'est que l'une n'est pas une compétition, donc la rando sportive, et l'autre est une compétition, le cross-country. Ça, c'est ce qui saute aux yeux à premier abord, ce que tout le monde peut voir. Mais vous allez voir d'autres différences. Donc déjà pour la randonnée sportive, donc ça s'adresse quand même à un public averti. Les gens qui font de la randonnée sportive vont vraiment acheter un vélo pour faire du sport, donc ils aiment quand même le beau matériel malgré tout. C'est une pratique qui se fait sur un terrain relativement plat avec des dénivelés qui sont relativement faibles ou en tout cas pas de passage très technique. On peut monter longtemps ou descendre longtemps, mais ce ne sera pas des parcours très engagés. C'est une des grosses différences avec le All Mountain par exemple. Donc les vélos de rando sportive, ils n'ont pas besoin d'avoir de gros débattements. On va être très souvent sur des vélos qui sont même semi-rigides, qui n'ont pas de suspension à la roue arrière. Même si depuis quelques temps, on trouve des modèles qui restent performants en termes de rendement avec une suspension arrière. Donc le vélo de rando sportive, il a une position plutôt couchée sur l'avant malgré tout. C'est une position qui va rechercher le rendement, la pénétration dans l'air. Mais on veut quand même un vélo qui soit pas non plus complètement élitiste pour pouvoir rouler longtemps et pas souffrir sur son vélo. Parce que c'est une pratique qui s'adresse à des personnes qui vont faire du vélo une fois par semaine, allez, grand maximum 2 fois par semaine. Donc ce ne seront pas des compétiteurs qui sortent 3, 4, 5, 6 fois par semaine, des fois même pour s'entraîner. Ils ont une condition physique qui est certes bonne, mais qui ne leur permettra pas de tenir sur un vélo extrêmement pointu. Donc le vélo de rando sportive, faible débattement, 80 à 110 mm de débattement à peu près. On cherchera des suspensions à air pour la légèreté, que ce soit juste pour la fourche ou fourche et amortisseur. Bon, il y a encore quelques premiers prix qui sont en fourche à ressort hélicoïdal, mais c'est vraiment les tout premiers prix parce que en termes de poids et en termes de comportement sur le terrain, la fourche à ressort hélicoïdal, c'est pas non plus la panacée. Voilà. On sera sur des cadres qui seront essentiellement en aluminium en rando sportive, même si sur les plus hauts de gamme on est sur du carbone, on va quand même rester sur des vélos qui sont accessibles. Et quand on parle de tarifs d'ailleurs, le vélo de rando sportive va commencer à aller à 500-550 €, vraiment au minimum, et va monter jusqu'à 800-900 € maximum. Voilà, au-delà on va passer sur la catégorie vraiment vélo de cross-country. Donc, pas d'objectif chiffré, pas de top départ, pas de podium, pas de chronomètre. La rando sportive n'est absolument pas une compétition. Par contre, les gens veulent quand même de la performance. Donc on va être sur des vélos qui vont quand même chercher le rendement et une relative légèreté malgré tout. Donc on est sur des vélos qui vont, on va essayer de viser des vélos qui vont être à moins de 12 kg. Au-delà de 12 kg, ça commence à faire vraiment lourd pour un vélo de rando sportive. En termes de freinage, comme je vous ai dit en début de description, c'est une pratique qui ne se fait pas spécialement en montagne, donc il n'y aura pas des grosses descentes extrêmement raides à subir. Donc les freins sur un vélo de rando sportive, en général, ce sont des freins à disque, ça c'est clair quoi qu'il arrive.
Les premiers prix, ça peut être du frein à disque à tirage par câble, mais la plupart du temps, c'est quand même du freinage hydraulique. Par contre, la taille des disques, on va s'arrêter à 160 mm, on n'ira pas au-delà, ça sert à rien d'avoir un gros disque plus lourd alors qu'on n'a pas de gros freinage à effectuer. Pour ce qui est du nombre de pistons sur les étriers, on est sur des étriers double piston, ça sert à rien d'avoir un 4 pistons sur un freinage sur un vélo de rando sportive. J'ai fait à peu près le tour sur la rando sportive, on va maintenant passer à sa grande sœur entre guillemets, le cross-country. Alors le cross-country, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est une compétition, c'est la plus grosse différence avec sa petite sœur la rando sportive, mais vous allez voir que c'est pas la seule différence. Donc pourquoi cross-country? Parce que c'est XC, donc le X c'est une croix, et en anglais la croix ça se dit cross, donc cross-country, voilà. Donc c'est déjà la seule et unique discipline du VTT à l'heure actuelle qui est présente aux Jeux Olympiques, j'espère que ça changera bientôt, mais pour l'instant c'est la seule discipline aux Jeux Olympiques. Donc c'est une discipline qui se présente comment? Alors, tous les pilotes prennent le départ au même moment, c'est un top départ, c'est un départ en masse on va dire. Alors il y a plusieurs variantes du cross-country, là je précise tout de suite, je parle du cross-country le plus connu, le plus basique. Et après il y a plein de formats de cross-country, cross-country eliminator, cross-country marathon, etc. J'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, mais là on va se borner au cross-country vraiment le plus connu. Donc tous les pilotes prennent le départ en même temps, top départ, ils vont effectuer une ou plusieurs boucles sur un circuit fermé. Le but du jeu, c'est d'arriver premier à l'arrivée. C'est un effort extrêmement violent et extrêmement court puisqu'une course de cross-country va rarement dépasser les 2 heures, allez, grand max 2 heures et demie, ce qui n'est pas très long finalement par rapport à certaines autres disciplines type XC marathon ou choses comme ça. Par contre, c'est extrêmement violent, c'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, les pilotes sont à fond. Donc c'est une discipline extrêmement exigeante pour le cardio, extrêmement exigeante pour le muscle et qui demande un entraînement phénoménal. C'est vraiment pas donné à tout le monde de faire de la compétition de cross-country. La machine qui va forcément s'apparenter à cette discipline, comme le coureur du cross-country, la machine du cross-country c'est une machine. Si on devait comparer le vélo à la voiture, eh bien le cross-country c'est la Formule 1 de la voiture. La rando sportive, c'est le coupé sport de la voiture. Donc vous voyez que les deux ont quand même tendance à chercher le sport, mais la Formule 1 n'a absolument aucun confort, aucune fiabilité sur le long terme, alors que la sportive, le coupé sport, il est sportif certes, mais beaucoup moins que la Formule 1 quand même, et il va garder des éléments de confort et de fiabilité pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Alors qu'une Formule 1 au quotidien, vous n'allez pas chercher le pain avec. Déjà, il faut la démarrer, il faut l'arrêter, la redémarrer sans qu'elle tombe en panne. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, on n'est pas sur une chaîne de voiture, mais c'est pas facile tous les jours. Le vélo de cross-country, c'est exactement pareil. C'est la Formule 1 du VTT, donc c'est un vélo qui n'en a absolument rien à faire du confort de son pilote. Donc une position extrêmement couchée sur l'avant, extrêmement inconfortable. Ce sont des vélos très rigides. Jusqu'à présent, ils étaient quasiment tous semi-rigides, sans tige de selle télescopique. Depuis quelques temps, c'est en train d'évoluer puisque pour que le spectacle soit plus joli à regarder à la télévision, puisque c'est diffusé à la télévision, les parcours de cross-country sont quand même de plus en plus techniques avec des passages assez techniques. Et donc depuis quelques temps, maintenant les vélos de cross-country sont très souvent également des tout suspendus, mais à faible débattement. On dépasse très rarement les 100 mm de débattement. Même les tiges de selle télescopiques commencent à arriver sur les vélos de cross-country parce que justement les parcours sont de plus en plus techniques et parfois ça vaut le coup de baisser un peu sa selle. Mais ce sera toujours des faibles débattements, y compris sur la tige de selle télescopique. Comme sur les vélos de rando sportive, on est sur des petites fourches avec des tout petits plongeurs de diamètre 30 à 32 mm, pas plus. Toutes les fourches sont à air, là je parle de la compétition, je parle pas du vélo de monsieur et madame tout le monde, donc fourche à air pour la légèreté. Petit plongeur, on l'a dit. Le composant numéro 1 en cross-country, c'est le carbone. Les premiers prix sont en aluminium, mais l'essentiel de la gamme est en carbone, encore une fois pour la légèreté. Les cintres sont des cintres plats, c'est-à-dire que vous n'avez aucun rise, aucune élévation. Les cintres sont parfaitement plats pour être le plus bas possible, encore une fois, position aérodynamique au maximum pour privilégier la pénétration dans l'air. Là encore, le confort n'est pas du tout un critère de choix. Pour ce qui est de la potence, c'est pas qu'elle est à l'horizontale, c'est même carrément qu'elle est vers le sol, carrément. La plupart des vélos de cross-country compétition ont une potence à angulation négative, donc on va partir vers le bas, encore une fois pour coucher le pilote encore plus sur son vélo. La selle est beaucoup plus haute que le cintre, encore une fois, donc on a vraiment une position, c'est la pire position de tous les VTT qui existent. Les vélos de cross-country de compétition, c'est le plus inconfortable qui soit. Par contre, en termes de légèreté, là on tape sur ce qui se fait de mieux. Donc les vélos de cross-country des plus grands champions, ils vont être très souvent sous les 9 kg. Et pour les tout suspendus, on est très rarement
au-dessus des 11 kg. La plupart sont en dessous des 11 kg. Je parle encore une fois pour le haut de gamme, encore une fois. Hein. On n'est pas sur les vélos de monsieur et madame tout le monde. Voilà, donc vélo extrêmement léger avec un rendement exceptionnel. Par contre, confort absolument abominable et fiabilité pas au top du tout. Puisqu'un vélo de cross-country, le but c'est qu'il soit léger, donc on enlève un maximum de matière. Qui dit moins de matière dit moins de solidité, donc fiabilité en baisse. Donc c'est des vélos qui sont faits pour tourner à bloc pendant 2 heures maximum sur un circuit fermé. Après le vélo il part au stand et les techniciens le remettent à neuf. Mais le vélo il a pris cher. C'est vraiment pas le vélo pour sortir tous les jours avec, hein, clairement. En termes de budget, allez, on va là pour le coup parler de toute la gamme, y compris les vélos pour monsieur et madame tout le monde. Un vélo de cross-country, le tout premier prix c'est 800 €. Grosso modo c'est 800 €, c'est vraiment le minimum pour un vélo typé cross-country, vraiment typé, c'est pas un pur cross-country. Et en termes de budget maximum, il n'y a pas de limite, parce que bon, pour les vélos tout montés, les vélos prêts à rouler que vous achetez dans le commerce, on va dire que les vélos de cross-country les plus haut de gamme sont autour des 12-13 000 €. Et pour les montages à la carte, c'est-à-dire un montage que vous demandez à votre vélociste qui vous fasse un montage, comme on en fait de temps en temps, là il n'y a pas de limite, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de limite. Un vélo comme celui de Shorter, je crois qu'il dépasse les 15 000 €. Donc c'est des machines qui sont absolument hors de prix, mais vous avez tout ce qui se fait de mieux en termes de légèreté et de rendement. Donc forcément ça a un prix. Pour ce qui est du format des roues, j'en ai pas parlé d'ailleurs de ça, tiens. En cross-country, il n'y a pas match, c'est du 29 pouces. Hein. On a vu que c'était le format de roue qui est le meilleur en termes de rendement, donc il n'y a pas match. En rando sportive, on va pouvoir trouver encore des vélos en 27,5, même si maintenant le 29 pouces prend également de plus en plus de place dans le randonnée sportive, dans la catégorie randonnée sportive. Voilà, bah, je pense que j'ai fait vraiment le tour, l'essentiel en tout cas, du tour entre ces deux disciplines qui sont, comme vous l'avez vu, des sœurs, mais pas des sœurs jumelles. Il y a quand même des bonnes différences techniques entre ces deux disciplines. Et vous avez peut-être compris en voyant cette vidéo, bah, ce que vous pensiez faire, c'est-à-dire le cross-country, bah, finalement c'est de la rando sportive. La plupart des pratiquants qui se disent crosseurs ou pratiquants de cross-country, en fait, ils font pas du cross-country au sens littéral du terme, ils font de la rando sportive. Alors encore une fois, c'est qu'une définition, hein, on n'est pas... Voilà, même les fabricants, quand ils mettent des vélos sur le marché, il y a beaucoup de vélos qu'ils appellent des vélos de cross-country qui sont pour moi pas des vélos de cross-country. Mais c'est vrai que sur le plan marketing, c'est plus vendeur de dire qu'on fait du XC plutôt qu'on fait de la rando. Voilà, donc... mais bon, l'essentiel des pratiquants, y compris d'illustres youtubeurs que je salue, hein, qui s'appellent VTT XC avec un mec normal, VTT XC avec Bobot, vous voyez de qui je veux parler, qui sont extrêmement connus et qui, bon... Pour Jeff, c'est plus VTT XC avec un mec normal, maintenant c'est VTT avec un mec normal tout court, donc il n'y a plus de XC dans son histoire, mais il avait quand même commencé à appeler sa chaîne XC, alors qu'il n'a jamais fait de XC, en tout cas pas dans ses vidéos. Voilà, mais c'est pas un mal, il n'y a pas de souci, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, on appelle XC quelque chose qui n'est pas du XC. Voilà, donc cette vidéo elle servait un petit peu à ça, à remettre les choses à leur place, à leur bonne place, à leur juste place. Il n'y a pas de bon ou de mauvais élèves, le but, toujours dans le monde du vélo, c'est de se faire plaisir, c'est l'essentiel. Et justement, en parlant de plaisir, bah, si vous devez acheter un vélo prochainement, que vous pensiez acheter un vélo cross-country, le pur vélo de cross-country, réfléchissez à ce que je viens de vous dire dans cette vidéo-là. Est-ce que pour le prestige et pour le rêve d'avoir un vélo qui ressemble à une Formule 1, ça vaut le coup de sacrifier le plaisir et le confort en selle? Pour moi, la réponse elle est clairement non. Il vaut mieux parfois avoir une machine qui fait un peu moins rêver les copains, mais qui va beaucoup plus vous inciter à les rouler tous les week-ends ou dès que vous pourrez sortir, parce que vous aurez pas mal au dos à chaque fois, vous aurez pas mal au poignet à chaque fois, et vous aurez une machine qui sera également plus fiable et plus facile à entretenir. Donc si vous n'êtes pas un pur crosseur, si vous n'êtes pas un compétiteur, allez chercher des vélos de rando sportive, cherchez des potences au minimum à l'horizontale, voire légèrement relevées, allez chercher des cintres avec un léger rise de 20 voire 25 mm. Voilà, ne partez pas sur des vélos qui sont finalement des vraies catastrophes pour le dos, sous peine que c'est marqué vélo de rêve dessus. Le rêve, il va bien 5 minutes, mais quand on est sur la selle et qu'on a mal au cul au bout d'une demi-heure, le rêve il disparaît rapidement. Voilà. Donc si vous voulez vous faire plaisir, eh bien, allez chez votre vélociste préféré et demandez-lui un vélo plutôt rando sportive. Si votre vélociste est compétent, il saura vous orienter sur la bonne machine. Voilà. Bon bah je pense que j'ai vraiment fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura diverti quelques minutes durant cet interminable confinement. J'espère qu'on pourra très bientôt rouler. Ma prochaine vidéo, ce sera une vidéo atelier, je pense. Je vais reprendre cette série comparative entre les différentes disciplines un peu plus tard. Mais là, pour changer un peu, ma prochaine vidéo, ce sera une vidéo atelier, je pense. Donc on se retrouve très rapidement, d'ici moins d'une semaine. Donc restez quand même pas trop loin de votre écran, mais ne faites pas que ça.
parlez à vos proches, téléphonez, prenez des nouvelles, prenez soin de vous les uns les autres en ces moments de confinement. Et puis moi je vous souhaite le meilleur confinement possible et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao la team!